J'ai fondé Creatis en 2014, donc c'était maintenant notre 10e anniversaire. Et la société est là vraiment pour créer des modèles, donc des méthodologies qui sont qu'on dit in silico pour remplacer des études expérimentales, notamment les études sur des animaux, dans le domaine de toxicologie et l'écotoxicologie. Et donc, nos QSAR sont aujourd'hui livrés pour remplacer des études expérimentales de façon beaucoup moins chère, mais beaucoup plus rapidement que des études expérimentales pour les dossiers réglementaires faits par des industries. Aujourd'hui, on est venu ici à Besançon pour cette conférence suite à une rencontre avec Quarks. On a une philosophie très commune de notre façon de réfléchir pour l'avenir, l'éco-conception en particulier. Et c'est ça qui nous a attirés et que les a encouragés de nous inviter de présenter aujourd'hui. Cette conférence a été l'occasion pour Creatis d'expliquer la façon dont les modèles sont développés, c'est-à-dire développés à partir d'une méthodologie qui est originale puisqu'elle se base sur les mécanismes d'action toxique des substances chimiques. Les deux exemples qui ont été présentés pendant cette conférence ont concerné l'écotoxicité des substances chimiques sur les daphnies et la sensibilisation cutanée pour la santé humaine. Donc voilà, juste quelques mots sur nous d'abord. Donc on est situé à l'île d'Abo, dans l'Isère. Et c'est une société, toutes les diapos sont en anglais d'ailleurs, donc je suis désolé, mais je suis anglais, donc c'est plus facile pour moi. Donc on est une société vraiment privée R&D, 100% in silico, et on spécialise dans les prédictions pour la santé humaine et pour l'environnement. Et notre logo, c'est Rethinking Experimentation. Donc on veut réfléchir à une autre forme d'expérimentation. Donc on s'appelle aujourd'hui les NAMS, les New Alternative Methodologies, ou non-animal methodologies, parfois il y a des gens qui disent. Et nous, on aborde ce problématique à travers une compréhension des interactions mécanistiques, pas seulement statistiques, mais mécanistiques, entre une substance chimique et une matrice biologique. Et après, à partir de là, on peut quantifier ces effets pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc on a 4 piliers dans notre activité. Et la première s'appelle iSafeRat. Alors, a priori, ça n'a pas grand-chose à voir déjà avec les rats. Enfin, il y a des rats de plus en plus dedans maintenant dans les modèles, mais ça veut dire In Silico Algorithms for Environmental Risk and Toxicity. Donc c'est ça. Au départ, on a commencé avec les poissons et les gens ils ont dit, mais vous devez appeler ça iSafeFish, mais bon, on a gardé iSafeRat. Donc l'idée de ce logiciel, déjà, je pense qu'on est le seul producteur de QSAR et de méthodologie in silico de point de vue réglementaire qui sont capables de remplacer des expériences laboratoires et qui peuvent être utilisées dans les dossiers réglementaires pour soumission aux autorités compétentes. En France, on est le seul. Certainement en Europe, il y a une petite poignée de producteurs et même dans le monde, un petit peu plus grande poignée. Donc nous, ce qu'on voulait faire pour faire la différence, parce que moi au départ, enfin, je viens d'un moment où en fait, j'étais un non-croyant pour les in silico. J'ai utilisé un outil pour l'évaluation de risque quand je faisais des dossiers de REACH il y a une bonne quinzaine d'années. Et je me suis rendu compte qu'avec les outils, notamment l'outil de US EPA qui s'appelle EpiWin et EcoSAR, qu'en fait, il était bon une fois sur deux. Mais on ne savait jamais quelle fois c'était bon. Donc c'était aussi bon de faire pile et face avec une pièce et que du coup, on n'était jamais vraiment satisfait. Pourtant, on avait vraiment besoin de ces informations pour avancer. Et donc là, comme par hasard, je me trouvais en train de gérer un groupe industriel chez SCTOC pour une méthodologie qui s'appelle l'activité chimique, qui a été développée par un très grand scientifique récemment, malheureusement décédé, qui s'appelle Don Mackay. Et à partir de ce groupe de travail qui a duré 2 ans,
je me suis rendu compte que vraiment, il y avait quelque chose dans l'InSilico que je n'avais jamais vu avant. Et du coup, on a essayé d'installer cette méthodologie chez nous. On a créé une société à partir de là et on a commencé à créer nos propres modèles. On avait un certain nombre de règles dans la société. C'était rester simple. Il ne faut pas être trop compliqué. Pour être un expert pour utiliser le logiciel, il faut faire le plus simple possible. Donc nos modèles sont faits avec le plus simple qu'on peut le faire. Il fallait que l'interface soit intuitive et simple à utiliser. Il fallait que les capacités prédictives soient très hautes. Donc on cherchait, du coup, afin de faire quelque chose pour éviter, comme la plupart de ces modèles, ce qu'on appelle garbage in, garbage out, on va faire quelque chose avec des données de qualité uniquement. Donc, afin de savoir si c'est des qualités, il faut vérifier ces données. Et derrière ça, moi j'ai 25 années d'expérience réglementaire en écotoxicologie. J'ai géré 2 laboratoires en BPL et des laboratoires de recherche. Je pense que je sais maintenant quand une étude a été bien faite ou mal faite. Et donc, en fait, nous, c'est une première chose quand il y a un employé qui arrive chez nous, c'est qu'on explique comment vérifier une étude pour voir si cette étude expérimentale est vraiment valide ou pas. Et du coup, on utilise ces données-là. Et puis après, à partir de là, on est capable de créer ce qu'on appelle les QPRF, QMRF. Donc ça, c'est les formatages réglementaires qui sont essentiels, qui utilisent les principes de l'OCDE, 5 principes pour décider si un QSAR est de qualité ou pas. Et c'est des qu'on appelle les reporting formats, le QSAR Model ou QSAR Prediction Reporting Format, selon, encore un acronyme, QAF. Donc, c'est QSAR Assessment Framework qui vient de sortir l'année dernière, que les autorités compétentes ils vont utiliser pour décider si un modèle est bon ou pas. Donc ça, c'est très lent à mettre en place ces modèles. Et du coup, on a besoin aussi, on a plein de clients qui nous demandent pour faire des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas encore fait les modèles ou on ne couvre pas tous les domaines d'applicabilité de ces modèles. Et du coup, on commence à connaître aussi, enfin, plus que commence, on connaît maintenant tous les autres outils qui existent, qui peuvent aider à combler les lacunes. Et donc, du coup, on a une bonne connaissance de plein d'autres outils qui existent, qui sont peut-être bien ou pas bien, ou au moins on sait où ils sont bien. Donc, grâce à tout ça, on est capable de proposer de la formation à des gens qui sont intéressés, qui est très populaire. C'est pour un outil qui est très connu, qui s'appelle OECD QSAR Toolbox, qui est en effet, il faut vraiment être un expert pour l'utiliser. C'est très compliqué de l'utiliser correctement. Et puis, on fait des cours aussi en in-silico toxicology, écotoxicologie. D'ailleurs, à la conférence de CETAC à Séville, dans 2 mois, on fait une journée de formation en in-silico écotoxicologie. Et puis aussi, pour essayer de pousser la science, parce qu'on est loin de tout savoir, on est impliqué dans plusieurs projets de recherche. Je ne vais pas rentrer dans tous les... mais maintenant, c'est presque tous les ans qu'on a des nouveaux projets de recherche en écotoxicologie ou en toxicologie. Et là, aujourd'hui, on va vraiment concentrer sur une chose. Donc, c'est le modèle iSafeRat. Et on va choisir un exemple en écotox, comment ça marche, et un exemple en santé humaine. Donc là, je vais parler des qualités de données. Donc en fait, avant de créer un modèle chez nous, le plus long, c'est toute la partie de collection et validation des données. On est obligé de récupérer toutes les données qui sont possibles, et puis après, on regarde une par une, et ce n'est pas juste un chiffre, c'est un rapport ou vraiment un très bon résumé de comment l'étude a été effectuée. Et puis, on va valider ou revalider nous-mêmes ces études. Et en fait, vous serez étonné, vous avez peut-être entendu parler de l'ECA Disseminated Database, où il y a un repositoire énorme de tous les dossiers qui ont été soumis depuis 2010 avec les différentes phases de REACH. Aujourd'hui, il y a 27 000 substances qui sont dans ce repositoire, donc c'est visiblement quelque chose de très intéressant, très riche en données qu'on peut utiliser. Et dans ces repositoires, on donne un score de validation, ce qu'on appelle un score CLIMISH. Ça peut être score 1, 2, 3 ou 4, ou 1 et 2, en gros, c'est valide, 3 ou 4, c'est pas valide.
il est étonnant de savoir que sur les scores donnés Climich 1 ou 2, donc valides a priori, on rejette en moyenne un dossier sur 2. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des études qui ne sont pas valides du tout. Pourtant, ils ont été validés soi-disant par des experts, et finalement, ils sont mis dans ces dossiers comme des études valides, mais en fait, ils ne sont pas valides du tout. Et donc, ces données-là, on ne va pas utiliser dans notre modèle, parce que ça va juste les polluer. Donc, le prochain step après ça, c'est le développement du modèle, ce qui peut être, dans ce cas-là, une régression simple linéaire, ou ça pourrait être plus complexe. On fait une validation du modèle et puis après, on crée toutes les informations de reporting qui sont nécessaires pour une soumission dans un dossier à une autorité compétente. Donc là, c'est l'outil qu'on utilise, la iSafeRat. Donc on va commencer là à gauche où on a la structure. Donc ça, c'est la substance du client. C'est le problème avec In Silico, si on ne sait pas ce qu'on est en train de tester, on peut rien prédire. Donc on doit connaître la structure, et ça, on peut le prendre tel quel ou on le transforme dans un code qu'on appelle le code Smiles, qui est utilisé et qui après nous donne des valeurs pour des différents modèles qui sont en aval. Donc là, on a dans un premier niveau, il y a 3 modèle physico-chimie. Donc, c'est la pression de vapeur pour laquelle on a besoin de connaître la structure, mais également le point d'ébullition. C'est le seul où on a besoin vraiment d'avoir des informations supplémentaires qu'on n'a pas générées nous-mêmes. Et après, il y a le coefficient de partage octanol O, donc le log KW, et il y a la solubilité dans l'eau. Et c'est ces solubilités dans l'eau qu'on utilise très souvent dans les modèles de Ecotox. Le log KW est peut-être plus utilisé en modèle de santé humaine. Donc les deux paramètres sont déjà assez intéressants en soi, mais c'est des compléments qui sont vraiment utilisés comme ce qu'on appelle les descripteurs pour les modèles en aval. Après, il y a une autre partie qui est très importante, je vais faire ça en plus de détails tout à l'heure, qui s'appelle le schéma de MECAWA, donc ça veut dire Mechanisms of Toxic Action. Et puis, on a besoin de ça pour coordonner quels sont les modèles qui sont utilisés en aval. Donc après, on a des modèles en toxicité aquatique, pour algues, daphnies, poissons, c'est des modèles assez classiques, les micro-organismes aussi, et on fait en aigu et en chronique. Donc tout ça, c'est les modèles qui sont nécessaires pour faire des dossiers pour REACH et compagnie, avec les organismes classiquement utilisés en laboratoire aussi. Et on peut aussi faire une estimation de toxicité des mélanges qui n'est pas selon la méthodologie qui est reconnue en CLP, mais qui on se rend compte que c'est très conservateur pour certaines substances, comme par exemple les huiles essentielles. Si on les teste ou si on utilise notre modèle, on arrive sur une très bonne prédiction. Si on utilise le CLP, on a tendance de surprédire par un facteur de 10 et on se trouve très souvent avec une classification qui n'est pas méritée. Et derrière ça, il y a aussi les modèles en santé humaine. Donc là, on a sensibilisation, ce qu'on appelle CLAS, l'irritation oculaire et cutanée et pénétration dermique. Et puis après, on a des modèles sur le perturbateur endocrinien. Donc on a 2 modèles là qu'on est en train de développer, qui est dans un projet qui est sponsorisé par le NC3R, ce qui est une ONG qui essaie de remplacer les études sur les animaux. Et on a 2 modèles là, on a un CUSA et on a une méthode qui s'appelle docking, donc une méthode de 3D qui est vraiment beaucoup plus complexe que la plupart des autres modèles qu'on fait. Alors, ces schémas et ces modèles qui sortent sont reconnus par de plus en plus d'autorités compétentes. Les Australiens, ils ont écrit pour les utilisations. Au Canada, Environnement Canada, ils ont acheté des licences. On sait très bien que l'ECA, elle utilise le modèle presque quotidiennement. Donc, il y a déjà une bonne reconnaissance pour ce modèle. Et on va bientôt rentrer aussi dans le OECD DAS pour la partie sensibilisation cutanée.
Alors, je reviens sur la partie MECOA, qui est vraiment essentielle pour notre méthodologie. Donc, c'est quoi un MECOA? Donc, c'est des mécanismes de toxic action. Et vous avez peut-être, surtout si vous connaissez un petit peu sur l'environnement, entendu parler des modes of action. C'est vrai qu'en santé humaine, on utilise un peu moins ce genre de concept, plus dans les schémas de Kramer et compagnie. Mais l'idée de mécanisme d'action, c'est dans ce qu'on appelle un adverse outcome pathway. Donc, c'est une série d'événements qui vont, à partir d'une interaction moléculaire, jusqu'au moment qu'il y a un impact sur une population. Là, nous, on concentre vraiment sur cette interaction moléculaire. Comme je l'avais dit au début, c'est une question d'interaction entre une substance chimique et une matrice biologique. Alors que les modes of action, ça peut être quelque chose qui peut être à plusieurs niveaux, donc c'est un petit peu plus flou en termes de sa description. Donc nos modèles commencent systématiquement avec ça. Et ça, on a créé un schéma de mécanisme d'action toxique qui ressemble à ça. Ça, c'est un peu complexe. Il y en a 28 différentes sous-classes et 6 classes. L'idée, c'était que tout le monde peut se souvenir des 6 classes. Ce n'est pas au-delà des compétences des toxicologues et écotoxicologues. Et après, souvenir tous les 6 sous-classes, c'est un peu plus compliqué. Mais de classer déjà toutes les molécules organiques dans une de ces 6 classes. Donc, en fait, si on commence avec la classe 1, ou classe 1, c'est en gros le moins toxique, c'est les narcotiques, les déstabilisateurs de membrane. Et puis petit à petit, en passant autour, on va vers des classes qui semblent de plus en plus toxiques. Et donc, en fait, après, deuxième, on a une hydrolyse enzymatique. Après, on a des substances qui sont généralement réactives. Après, des proactives. Donc, ce n'est pas forcément les parents qui posent un problème, mais ça pourrait être les métabolites qui posent un problème. Après ça, on a des impacts, on commence à avoir des impacts indirects sur les systèmes biologiques, donc des impacts sur les enzymes, par exemple. Et là, dans les classes 6, on finit vraiment avec des interactions spécifiques et qui c'est souvent fait exprès. Donc, on a des substances là, on trouve les produits pharma, on trouve les pesticides, on trouve les biocides. Et donc, là, c'est souvent aussi le plus difficile à faire des modèles. Mais je pense qu'aujourd'hui, les premières 5, on a 90% de notre compréhension de quels sont ces mécanismes. Et la classe 6, ça va nous prendre encore plusieurs années, je pense. Donc là, on va concentrer juste sur un cas ici qui est le cas 3.1. Donc, c'est des substances réactives, les électrophiles durs, et qui sont là 2 types de substances, par exemple, en particulier, qui sont très différentes. Donc, on a des aldéhydes et on a des époxydes. Et c'est toute différence entre notre méthodologie et les méthodologies classiquement utilisées dans les QSAR. Ça veut dire que nous, on ne va pas regarder seulement la structure, on va regarder le mécanisme qui fait l'impact sur l'organisme. Et si le mécanisme est pareil, donc on peut attendre que les résultats seront pareils. Et c'est après ce qu'on va explorer un petit peu plus en partie écotox. Donc on utilise ce modèle-là avant d'aller dans des QSAR. Un QSAR qu'on fait en écotox, le modèle conceptuel qu'on fait, ce qui c'était développé par Mackay et al. En 2009, et puis je l'ai publié depuis, il est assez simple. Il utilise déjà la solubilité dans l'eau. Bon, on dit subcooled liquid water solubility, c'est un terme thermodynamique, mais je ne vais pas aller dans les détails ici. Ça ne change pas grand-chose par rapport à la solubilité pour la plupart des substances. Donc là, on a sur cette graphique, dans un sens, une réduction de solubilité dans l'eau. Et sur l'autre axe, on a une augmentation de toxicité. Donc en fait, la petite droite pointillée au milieu, c'est la droite de la solubilité de la substance, de chaque substance dans l'eau. Donc ça descend avec un niveau de toxicité qui augmente. Et on peut créer une régression avec des données, forcément, tout est basé sur des données existantes, expérimentales, de qualité. Et donc, on peut faire une régression pour ça.
Et donc, quand on a la régression qui est en dessous de ce niveau de limite de solubilité, on est dans une zone de véritable toxicité. Et quand on est de l'autre côté, on est dans une zone où on ne peut plus dire que c'est de l'écotoxicité. Il y a peut-être des effets dans les études, mais ça ne veut pas dire que c'est une vraie toxicité, parce qu'on est au-dessus de la limite de la solubilité. Donc, c'est peut-être des effets physiques, mais ce n'est pas vraiment des effets toxiques pour cette étude. Mais si c'est une étude aiguë, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet dans une étude chronique. Donc là, si on retourne du coup sur notre système de McCoA pour tous les différents types de substances, et là vous voyez que c'est plus que juste les aldéhydes et les époxydes, et pour cette McCoA 3.1, donc réactivité de électrophiles durs. Et là, on avait collectionné un maximum de données pour faire ces quasars. Là, vous voyez pour les algues, les daphnies, les poissons en aigu, et pour chronique, et aussi pour les micro-organismes. Donc, on a fait des quasars pour toutes ces différentes choses. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a les données qu'on a collectionnées. Alors, regardez, au départ, on a 431 pour les algues, on a 343 pour les daphnies aigus. Et après validation, on a jeté à peu près 3 sur les 4 à chaque fois. Et là, après, on a retrouvé d'autres données. Et puis, on a fait une mise à jour. Et du coup, à la fin, il y a certains nombres qu'on avait utilisés pour nos quasars, mais c'est énormément réduit par rapport aux données qu'on avait au départ, une fois qu'on a passé par toutes les étapes de validation. Et les étapes de validation sont beaucoup plus que ce qui est montré sur ce tableau. Là, on va concentrer sur cela, c'est des crustacés aigus et chroniques, donc daphnie. Et là, vous voyez que si on met toutes ces différentes substances sur une régression, donc je vous ai montré, et donc les couleurs correspondent à des types de substances différentes, en effet, on peut les mettre sur la même régression, même si en fait les structures sont complètement différentes, parce qu'ils ont le même mécanisme d'action toxique, donc la même façon d'aborder des matrices biologiques. Là, on voit aussi, pareil, on peut avoir des très jolies droites avec des régressions. Là, on n'a que ce qu'on appelle le training set, parce qu'on divise nos données en deux groupes, en fait, entre le training set, donc c'est la partie où on fait le modèle, et puis on a le test set pour valider que le training set, il donne le même résultat avec d'autres substances qu'on n'a pas utilisées. Donc là, c'est juste des graphiques pour le training set, il n'y a pas de test set là-dedans, mais les test sets, ça marche très bien aussi. Et vous voyez qu'on arrive avec les aires carrées, donc c'est utilisé dans la régression, autour de 90%, qui est vraiment très très bon. Et puis les RMSE, qui sont plutôt basses, et qui c'est aussi un très bon signe. Donc on peut arriver avec des données de qualité de faire quelque chose de très haute qualité. Ces données-là, après, quand on demande pour une substance spécifique, on a besoin du coup de la solubilité dans l'eau. Et à partir de cette solubilité dans l'eau, on est capable de vous prédire l'écotoxicité de ces substances. Et avec toutes les statistiques qu'on a et les méthodologies qu'on a, on crée notre document réglementaire et ça peut être soumis complètement au lieu de passer le temps de faire une étude expérimentale. Vous donnez une indication, une étude expérimentale sur une daphnie aiguë, on va passer 3 mois, le temps d'avoir fait le protocole, d'avoir fait l'étude, même si l'étude est seulement 48 heures. Il y a le temps de programmer l'étude, il y a l'analyse derrière, il y a le rapport à faire. Donc, en fait, on va être quand même pour 3 mois. Pour une étude chronique, qui est une étude de 21 jours, on est plutôt pour 6 mois. Nous, on peut préparer quelque chose avec le même résultat en moins que 3 semaines avec le travail qu'on fait. Donc, pour nous, c'est le futur. Il est essentiel dans l'éco-conception. Parce qu'on aura besoin d'aller beaucoup plus vite pour faire l'éco-conception, moins cher, plus vite, et avoir quand même des résultats de qualité. Je vais maintenant passer à Carole qui va expliquer pour la santé humaine le même principe pour la sensibilisation cutanée. Oui, je vais vous parler de la sensibilisation cutanée, qui est un danger qui doit être
enfin, qui s'appelle en fait souvent la dermatitis, enfin la dermatose de contact allergique, et chez l'homme. Et donc cette sensibilisation cutanée, pourquoi est-ce qu'on doit l'évaluer? Parce que déjà c'est une inquiétude majeure de santé publique dans la population, sachant qu'environ 20% des Européens ont des problèmes de sensibilisation cutanée, d'allergie, hein, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'allergie. Et on a à peu près 30% des maladies professionnelles qui sont dues à des effets de sensibilisation. Alors, on a 80% à peu près de dermatoses qui sont liées à de l'irritation cutanée, et le reste, c'est plutôt lié à des contacts allergiques. Alors bon, ces chiffres ne sont peut-être pas à jour. Michel pourrait être peut-être plus précis que moi, mais en tout cas, c'est déjà une proportion très importante. Alors, ce danger-là, en santé humaine, est requis à travers toutes les réglementations liées à la chimie en général, donc REACH, mais pas que REACH, les biocides, les phytos, les cosmétiques, donc tout ce qui est lié à une substance chimique. Donc voilà pourquoi on doit évaluer ce danger. Alors comment, dans la pratique, on évalue ce danger? Alors, on a des tests cliniques chez l'homme qui sont des tests de patch. On utilise des patchs à répétition pour faire ces tests. Alors, ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, ces tests ne sont plus menés, tout au moins en Europe. On peut aller ailleurs pour les faire, parce qu'ils sont considérés comme non éthiques. Et puis, d'un point de vue expérimental, il existe des tests chez les animaux. Donc, j'en ai cité quelques-uns, le GPMT, le Buller, qui sont faits chez des cobayes, et qui étaient des tests assez... pour les animaux assez difficiles à supporter, le GPMT en particulier, où on devait injecter à travers la peau la substance, et que ça provoquait une irritation assez importante. Après, il y avait une application topique. Enfin, c'était assez difficile, même pour les techniciens qui faisaient ces études. Donc, on a ces études-là ont duré pendant environ, j'ai mis 50 ans, je pense que c'est à peu près ça. Et puis, ils ont mis enfin, il y a une autre méthode qui a été mise au point chez la souris, qui est un test de stimulation des ganglions lymphétiques locaux. Et ce test-là a été mené chez la souris, juste avec une application, je reviendrai dessus au niveau des oreilles, donc nettement moins traumatisant pour les animaux. Donc on appelle ça un LLNA en acronyme pour le test qui est en fait en anglais, là. Ces tests-là n'ont plus lieu d'être menés. Je pense qu'il y a encore quelques réglementations où ces tests sont encore requis. Maintenant, on a des tests in vitro qui doivent être faits en première intention. J'en ai cité quelques-uns ici. Et puis, l'avenir, effectivement, ce sont les tests in silico, donc pour aller très rapidement vers une prédiction de ce danger. Alors, j'ai voulu vous faire un petit rappel. Pour certains, ce sera un rappel, pour d'autres, ce sera de la nouveauté. Quel est le mécanisme de la sensibilisation cutanée? Alors, c'est très simplifié ici. Vous avez tout d'abord la substance doit pénétrer la peau, c'est-à-dire la peau, l'épiderme. L'épiderme, il est fait d'une couche cornée, ça s'appelle une couche cornée, qui est une vraie barrière physique pour les substances chimiques. Et cette barrière est très hydrophobe. Ce sont des kératinocytes qui vont migrer en surface en perdant finalement leur eau. Ces cellules vont s'assécher et pour finalement arriver en surface de peau et puis partir en desquamation. Donc c'est le principe de la peau. Et sous cette couche cornée, on a la partie viable de la peau, où là on a
des kératinocytes, des cellules de Langerhans qui sont des cellules très particulières qui sont présentes au niveau de la peau et qui sont des cellules de l'immunité. Donc la substance chimique doit passer cette couche cornée-là pour provoquer éventuellement de la sensibilisation cutanée. On sait que pour l'irritation cutanée, c'est le même principe, sauf que le mécanisme d'action est différent une fois que la substance a pénétré la peau. Mais dans tous les cas, la substance doit passer cette barrière cutanée pour avoir tous les effets qu'on peut avoir derrière, des effets locaux, mais on pourrait avoir des effets systémiques. Tout ce qui passe cette barrière-là peut passer dans le derme. Le derme est très irrigué et derrière, on peut avoir une absorption de la substance à travers les capillaires et passer après pour une distribution dans tout l'organisme. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour avoir une sensibilisation cutanée. Arriver, quand la substance passe cette couche cornée, selon ses caractéristiques physico-chimiques, elle peut réagir avec les protéines de la peau. Et donc, ce mécanisme d'action-là est typique de la sensibilisation cutanée. C'est-à-dire que des substances qui sont électrophiles, elles vont aller se lier aux protéines de la peau sur des sites nucléophiles. Souvent, c'est la lysine et la cystéine qui ont ces sites nucléophiles, du coup, pour former un complexe entre la substance et les protéines. On appelle la substance, on dit que c'est un aptène. Ces complexes-là sont considérés derrière comme du non-soi, c'est-à-dire que votre système immunitaire va se dire oui, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans l'organisme. Du coup, ces complexes vont être reconnus par les cellules de l'immunité, les cellules dendritiques ou les cellules de Langerhans, c'est leur nom. Et du coup, ces cellules-là vont aller au contact de ces complexes, vont les internaliser, les digérer et vont réexprimer des épitopes en surface pour aller, ce sont des cellules, ce qu'on appelle des cellules présentatrices de l'antigène. Donc elles vont présenter des caractéristiques de la substance chimique en surface de leur membrane. Et ces cellules-là ont la capacité de migrer. Donc elles vont migrer jusqu'aux ganglions lymphatiques les plus proches du site d'interaction. Et elles vont présenter cette substance chimique aux cellules qui sont des cellules de l'immunité dans les ganglions lymphatiques, dont les lymphocytes. Donc du coup, il va y avoir un déclenchement de réactions chimiques avec des cytokines pour avoir une prolifération cellulaire des lymphocytes qui ont une mémoire par rapport à ces antigènes avec lesquels elles ont été en contact. Et donc, au premier contact, il n'y aura pas d'allergie, il n'y aura pas d'effet. C'est le principe de l'allergie. Premier contact, il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle l'induction. C'est la première phase. Il y a une reconnaissance de la substance chimique, il y a une mémoire qui reste de cette substance chimique. Et après, au deuxième contact avec cette substance, là, on a des cellules immunitaires qui ont la mémoire de cette substance chimique. Et du coup, il va y avoir un déclenchement très rapide de la reconnaissance de cette substance chimique avec un déclenchement de production de cytokines. Et là, vous allez avoir le déclenchement, ça s'appelle le challenge, ou l'élicitation en anglais. Et du coup, vous allez avoir les symptômes de l'allergie, qui sont des symptômes finalement d'inflammation. C'est ce que cutanée, on est vraiment sur de l'allergie cutanée, avec de la rougeur et du gonflement, ce qu'on appelle l'œdème. Donc bon, je vous ai mis une photo, je pense que tout le monde sait à quoi ça ressemble quand on fait une allergie cutanée. Donc ce symptôme-là est le même quand on a une irritation. Ce principe, ce n'est pas le même mécanisme d'action, mais les symptômes, au final, seront les mêmes. Je vous ai mis sur ce schéma donc, les études in vivo, le GPMT, le Buller, chez le cobaye. En fait, on évaluait ce côté déclenchement avec de l'irritation, donc de la rougeur et de l'œdème. Et avec la méthode qui a été mise au point après et qui a été utilisée, le LLNA, là par contre, on regardait l'induction. Donc c'est-à-dire qu'on va aller mesurer les lymphocytes au niveau des ganglions lymphatiques pour voir s'il y a une induction. Donc on a un peu une différence entre les deux types de méthodes.
Alors, Paul vous a déjà présenté un petit peu ce côté AOP, donc c'est le chemin. Alors en français, personne en fait dit ça, mais il y a des gens qui aiment bien traduire en français tout ce qu'on dit en anglais. Donc le chemin de l'effet néfaste, donc pour AOP. Et donc, je pense que c'est l'AOP de la sensibilisation a été celui qui a été le premier bien décrit. Et donc, ça commence par ce que je viens de vous expliquer. Finalement, la première chose, dans cette AOP, la substance doit pénétrer la peau. Une fois qu'elle a pénétré la peau, si elle est électrophile, elle va aller se lier aux protéines de la peau pour former ce complexe. Donc c'est vraiment ce qui est le Molecular Initiating Event. Et donc, vraiment cette liaison covalente avec de la matrice biologique. Ensuite, on aura une réponse cellulaire, donc ce que je vous ai expliqué, donc avec une reconnaissance des cellules dendritiques, enfin par les cellules dendritiques du complexe. Il va y avoir évidemment les kératinocytes aussi. Toutes ces cellules, elles communiquent entre elles. Il y a des cytokines qui sont relarguées, qui fait qu'il va y avoir des messagers, des molécules messagers dans l'organisme pour déclencher au final ce côté de sensibilisation cutanée. Il va y avoir donc une réponse ensuite de l'organe. L'organe dans l'AOP de la sensibilisation, ce sont les ganglions lymphatiques. Et ça, c'est l'événement numéro 4. Et puis, au final, on va avoir une réponse de tout l'organisme avec cet érythème et cet œdème. Donc, vous avez bien ce qu'on appelle l'induction, qui est du début, donc de la pénétration jusqu'à la réponse de l'organe, et puis le challenge qui va être l'organisme en entier qui va répondre avec les symptômes qu'on connaît. Sur ce schéma-là, je vous ai mis les différentes études in vitro qui ont été développées. Elles ont toutes été publiées plus ou moins en même temps. Il y avait une urgence par rapport à cette sensibilisation cutanée. Il y avait une souffrance des animaux. Donc, du coup, on a mis le paquet pour développer ces méthodes in vitro qui ne sont pas non plus... qui restent compliquées à interpréter et qui parfois donnent des résultats un peu compliqués à interpréter. En tout cas, ce qu'il faut quand même bien se rendre compte, c'est que si vous n'avez pas à la base ce lien entre la substance et les protéines de la peau, s'il n'y a pas ce complexe, il n'y aura pas de sensibilisation cutanée. C'est un événement qui est nécessaire, mais pas forcément suffisant. Si vous n'avez pas toute la chaîne de réaction derrière au niveau cellulaire et au niveau organes et organismes, il n'y aura pas la sensibilisation. Par contre, s'il n'y a pas ce lien, ce complexe qui est formé, il n'y aura pas de sensibilisation. Donc c'est vraiment un événement nécessaire, mais pas suffisant. Donc ça, il faut bien garder ça en tête. Alors j'ai voulu vous montrer, parmi toutes les études in vivo, la dernière qui est un peu la référence à l'heure actuelle pour valider toutes les études in vitro qui sont développées et les méthodes in silico. Et c'est la dernière étude in vivo qui était menée dans REACH. Les dernières études qu'on a faites, c'était à peu près en 2015. Je pense que c'était le deuxième enregistrement. À partir de 2018, REACH recommandait largement d'aller vers les études in vitro et de ne plus mener ces études-là. Donc en fait, c'est une étude assez rapide dans le temps. On utilise des souris, on teste plusieurs concentrations de la substance. Alors il y a toute une étude préliminaire pour vérifier quand même que la substance n'est pas trop irritante, parce que comme je vous ai expliqué, finalement, les symptômes de l'irritation et de la sensibilisation sont les mêmes, à savoir de la rougeur et de l'œdème. Et on sait que dans une forte irritation, on peut avoir la mise en œuvre de cellules immunitaires. Donc du coup, il peut y avoir une confusion entre une réaction irritante et une réaction sensibilisante. C'est toujours un peu
C'est toujours un peu le problème quand on est en train d'évaluer la sensibilisation cutanée. Donc on applique la substance chimique à différentes concentrations à plusieurs groupes de souris sur les oreilles. Après, on les laisse tranquilles pendant quelques jours. Et le 6e jour, on va leur injecter dans la queue de la thymidine tricier, qui est un acide nucléique marqué. Et donc, si on a ce phénomène d'induction, selon le mécanisme que je vous ai expliqué, il va y avoir une prolifération cellulaire. Et quand il y a une prolifération cellulaire, il y a beaucoup de mitose, donc de réplication de l'ADN. Et du coup, pendant cette réplication, il va y avoir une incorporation de cette thymidine tricier dans l'ADN des cellules qui vont proliférer. Et du coup, quelques heures après cette injection, on sacrifie les souris et on mesure, on prélève leurs ganglions lymphatiques qui sont proches des oreilles, et puis on va aller mesurer la radioactivité dans ces ganglions. Alors évidemment, on a des contrôles positifs, des contrôles négatifs, on compare les concentrations, enfin les ganglions qui viennent de souris traitées, et puis on va faire des comparaisons avec les contrôles négatifs pour dire oui, c'est significatif ou pas. À la fin, on va considérer qu'une substance est sensibilisante quand on a un index de stimulation qui est supérieur à 3 en termes de radioactivité. Et puis, on va transformer, il va y avoir un calcul, une équation en fonction des différentes concentrations qui sont observées. Calcul d'un EC3 qui est une concentration estimée qui mène à un index de simulation de 3. Et donc, en fonction de cette EC3, qui correspond donc à cette concentration, on va définir finalement la puissance, alors en anglais c'est la potency, de l'effet sensibilisant. Donc si cette concentration est supérieure à 2%, on va aller dire cette substance est plutôt un sensibilisant modéré. Si on est entre 0,2 et 2%, on va plutôt être sur un sensibilisant fort, et si on est inférieur à 0,2%, on est vers une substance qui est un sensibilisant extrême. Et donc, dans la réglementation chimique, on a une réglementation chapeau, c'est-à-dire qui va recouvrir toutes les réglementations chimiques, des biocides, phyto, REACH, pour toutes les substances, qui s'appelle le CLP, la classification. Et du coup, on va, en fonction de cette EC3, classer les substances en catégorie 1A ou 1B pour la sensibilisation cutanée. Donc voilà le principe de cette étude in vivo. Donc, comme Paul l'a expliqué, on passe beaucoup de temps à valider ces études de sensibilisation cutanée. Il y en a énormément. Bon, il y en a énormément, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Des bonnes, des bien menées. En plus, cette étude-là a été mise au point en 2002, ils ont publié la ligne directrice. En 2010, on a eu une mise à jour par rapport finalement aux tests qui ont déjà été faits et qui avaient montré que le domaine d'applicabilité de cette méthode in vitro n'était pas... il y avait des améliorations à faire. Donc en 2010, il y a eu cette mise à jour de la ligne directrice. Et puis REACH, à ce moment-là, a recommandé faire cette étude-là à la place des GPMT et des bullaires, qui étaient beaucoup plus traumatisants pour les animaux. Donc on s'est mis à faire des LNA pour l'enregistrement de REACH, sauf que ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'à partir de 2018, pour la dernière bande d'enregistrement de REACH, finalement, on ne devait plus faire ce LNA, on devait passer sur les tests in vitro. Donc je dirais que autant on a eu des dizaines d'années de GPMT et de bullaire, donc on a énormément de données là-dessus. Finalement, sur le LNA, on a peut-être 15 ans maximum d'études disponibles. Et pas mal d'études qui sont plus ou moins bonnes. Donc du coup, de notre côté, chez Kratis, on a essayé de développer un modèle de prédiction basé sur finalement les mécanismes d'action des substances chimiques, et en se disant on va essayer de développer ce modèle par rapport à des études expérimentales de LLNA qu'on avait validées.
Et donc, comme il a été expliqué précédemment, la première chose qu'on regarde pour une substance chimique, c'est son mécanisme d'action toxique. Donc, tout est lié à la chimie. Hein. Les biologistes, finalement, il faut qu'ils passent beaucoup plus de temps à faire de la chimie organique, parce que tout vient de la chimie au niveau des substances chimiques. Par exemple, je reprends les mêmes exemples que Paul a pris, les époxydes et les aldéhydes sont des substances qui sont extrêmement réactives, car très électrophiles. Du coup, elles vont pouvoir se lier au site nucléophile des protéines, mais pas que des protéines. On peut avoir des liaisons avec de l'ADN et entraîner de la mutagénicité derrière. Donc du coup, on va sur une substance chimique, à travers de la capacité qu'on a de prédire les mécanismes d'action toxique, on s'est dit, ok, si la substance chimique elle est électrophile, elle a cette capacité de se lier aux protéines, donc elle est potentiellement sensibilisante, évidemment s'il y a toutes les étapes derrière. Donc la première chose qu'on fait dans notre modèle, on va aller chercher le mécanisme d'action de la substance. Donc du coup, on fait tourner ça on met ça dans la moulinette, comme on dit, ça tourne et on va prédire la substance. Soit la substance elle-même, elle est réactive et du coup, elle a cette capacité à se lier aux protéines. Soit c'est pas la substance parent, mais ce sont des métabolites potentiels. Et là, ça veut dire que la substance doit pénétrer la peau et dans tous les cas, elle doit pénétrer la peau, mais là, elle va être métabolisée. On sait que dans la peau, on a des enzymes qui sont capables de transformer les substances chimiques, et du coup, au lieu de les transformer dans des choses moins dangereuses, finalement, une substance qui n'est pas dangereuse au départ, avec ce métabolisme, va devenir électrophile, finalement. Donc, ce n'est pas la substance, ça va être le métabolite. C'est ce qu'on appelle, finalement, dans nos mécanismes d'action, c'est la classe 4, où on a mis ce sont des substances pro-réactives, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir une transformation chimique pour exercer leur danger. Donc du coup, on s'est dit, ok, on va faire un arbre de décision, on va d'abord regarder toutes celles qui sont soit réactives tout de suite, soit qui sont potentiellement réactives après une transformation chimique qui fait appel à des enzymes. Donc à partir de ce moment-là, si on voit que cette substance elle a ce potentiel-là, on va aller regarder si cette substance va pénétrer la peau, parce que toutes les substances peuvent réagir potentiellement, mais si elles ne passent pas la peau, il ne se passera rien. D'accord, donc on n'a plus le temps, donc je vais aller encore plus vite. Et du coup, nous avons développé un modèle qui regarde la pénétration cutanée. Et en même temps, on a développé aussi un autre module qui regarde si une substance est auto-oxydée. On a tout un tas de substances chimiques finalement en contact avec l'air, l'oxygène. Une oxydation, c'est avec de l'oxygène. Et de la lumière, il faut de l'énergie pour ça. Il va y avoir la transformation d'une substance qui n'est pas dangereuse en substance dangereuse parce qu'elle est oxydée. Donc pareil, il faut qu'elle passe ensuite la peau pour aller se lier aux protéines. Donc on a eu tout ce raisonnement-là mécanistique pour développer notre modèle qui est basé finalement sur des structures d'alerte. On parle de structures d'alerte comme le groupement aldéhyde ou le groupement époxyde. Et on a développé donc un arbre de décision avec 4 modules. Donc le module mécanisme d'action toxique, un module auto-oxydation, donc besoin d'oxygène et de lumière, et donc pénétration cutanée, une fois qu'on a regardé s'il y a ce potentiel-là. Et puis bon, on a un autre module, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on sait qu'il y a tout un tas de LLNA qui ont donné des résultats positifs, mais en fait, ce sont, pour des raisons que je ne vais pas détailler, mais ce sont potentiellement des faux positifs dans le LLNA. Donc en fait, le modèle qu'on a développé, qui s'appelle CLASS, Classification and Labeling Assessment for Skin Sensitization, c'est un acronyme, hein. On a trouvé ça très classe d'ailleurs. Finalement, on se limite à une partie du chemin
du chemin de l'effet néfaste de la sensibilisation cutanée. Alors, on combine tous les résultats des différents modules, mais du coup, on peut savoir exactement qu'est-ce qui se passe et à quel endroit la substance est potentiellement sensibilisante. Et vous voyez ici les différentes combinaisons qu'on peut avoir. Dans tous les cas, si on a un module qui est positif au niveau de la liaison protéine, par exemple, ou d'auto-oxydation, si la substance pénètre, forcément, ça va sortir positif. Donc, c'est tout le début du tableau. Inversement, on peut avoir toutes sortes de réactions de structures d'alerte. Si la substance ne passe pas la peau, finalement, on n'aura jamais de sensibilisation cutanée. Et puis, au milieu de ça, on a ces espèces de substances qui ont donné des résultats positifs in vivo avec le LNA, mais qui pénètrent la peau, mais finalement, on n'a pas, nous, détecté de structure d'alerte réellement, et c'est pour ça qu'on pense que, et c'est connu dans la littérature, sont plutôt des faux positifs. Ces substances sont positives uniquement dans le LNA. Si une substance est en dehors du domaine d'applicabilité d'ISAFRAT de classe, si une substance est en dehors du domaine d'applicabilité donc de notre module APTEN et pénétration cutanée. Donc là, je vous montre les performances de notre modèle par rapport au LNA, puisque c'est la référence pour la validation des méthodes in vitro et des méthodes in silico. Donc on a une sensibilité. La sensibilité d'un test, c'est sa capacité à détecter des vrais positifs. Donc on a au niveau du jeu d'entraînement 84% de sensibilité, ce qui est très bien, et 85,7% quand on est en train de valider notre modèle. Et puis la spécificité, c'est la capacité d'un modèle à détecter les vrais négatifs. Ça, c'est un vrai problème. On a toujours tendance à avoir plein de positifs et c'est toujours difficile de bien prédire la négativité. Les autorités compétentes aiment bien qu'on détecte bien la positivité, mais pas la négativité. Et quand on détecte bien la négativité, il faut être capable de bien démontrer que c'est vraiment négatif. Donc on a des performances qui sont très bonnes, et puis du coup on n'a pas pu s'empêcher d'aller se comparer avec d'autres, hein. C'est le nerf de la guerre finalement. Et il y avait une publication assez récente là, qui avait déjà commencé à comparer un certain nombre les tests in vitro par rapport au LNA, et puis DEREC, qui est une méthode in silico, un modèle commercial qu'on utilise chez Creatis, qui est reconnu. Et du coup, on est allé comparer notre modèle avec tout ça. Et du coup, on s'aperçoit que sur 5 des paramètres de performance, on est quand même, pour les 3 d'entre eux, très très bien placés. Et même pour ceux, donc c'est ce que j'ai mis en bleu, même pour, par exemple, la sensibilité où on n'est pas dans les meilleurs, finalement, on est quand même à 84%, et quand on compare par rapport aux autres, on est quand même bien placé. Donc voilà, j'ai été trop longue, merci de m'avoir écouté et suivi. On ne va pas aller dans le dernier diapo du coup, mais il y a des modèles qui existent. C'est ce qui existe et ce qu'on a en 2024. Voilà. Mais voilà. Je pense que la présentation sera disponible après. Merci beaucoup. Voilà.